cybersécurité au ministère de la numérisation et des statistiques. Digital transformation between cybersecurity and digital security in the age of the data governance. Amin Rahmani. Merci beaucoup. Donc, chère assistance, merci d'être venu ici. Merci Ahmed et tout le comité d'organisation pour cet événement qui donne l'opportunité aux experts de domaine, que ce soit représentants d'institutions, représentants d'entreprises ou même des fonctionnaires en cybersécurité, de se réunir, de partager leurs idées. Donc, en fait, ma présentation, peut-être qu'elle est un peu plus dans un ordre plus général, plus stratégique par rapport aux autres, moins technique un peu. On est maintenant à l'ère de parler des services numériques, de la transformation digitale, à l'ère des data centers, des cloud computing, dont les entreprises ont commencé à moins investir dans les technologies. Elles préfèrent beaucoup plus d'héberger leurs services ailleurs, chez d'autres entreprises, et les entreprises spécialisées en hébergement. Et du coup, qu'on a commencé à penser beaucoup plus à la sécurité du service numérique plutôt que la sécurité de la technologie elle-même. Et je pense que c'est ça ce qui a été parlé avant dans une autre présentation, lorsqu'ils ont parlé sur l'exigence du code reviewing, ou bien la sécurité du code, ou bien la sécurité du code source. Lorsqu'on parle de la transformation digitale qui a donné, ou bien qui a ouvert la porte sur plusieurs concepts introduits, y compris la gouvernance des technologies, la gouvernance des données, qui est tout simplement l'ensemble des règles et des politiques qui permettent de définir une certaine, je dirais, méthode, certains mécanismes d'utilisation des données. En fait, cette gouvernance a permettre de profiter de d'autres choses, de d'autres concepts, à l'image de l'open data, qui pardon. Voilà, donc à l'image de l'open data qui s'est introduit au marché économique de l'IT afin de permettre d'offrir des données, d'offrir des dashboards, d'offrir des outils d'aide à la décision pour les responsables d'entreprise, pour les responsables des États, etc. L'open data ou bien même la gouvernance de données aussi a ouvert le droit ou bien ouvert les portes vers tout ce qu'on parle de la collaboration pour avoir de l'open, plusieurs entreprises, plusieurs intervenants, ce qui a créé peut-être des problèmes ou bien des complexités liées à la traçabilité des actions plutôt que la traçabilité de la donnée elle-même, qui a ouvert des problèmes à ce qu'on appelle la veracity of data, c'est-à-dire la qualité des données. Et il y a, je pense aussi, il s'était parlé hier et aujourd'hui sur les problèmes d'intelligence artificielle, sur la qualité des données, qu'on va parler aussi par la suite. En fait, pour aussi donner une définition de l'open data, comme on a dit, donc l'open data, c'est introduit au marché autant qu'accélérateur économique plutôt qu'une juste une solution ou bien un concept IT simple. Donc c'est l'accélération qui permet une accélération économique, qui permet de profiter des données qui existent déjà en ligne chez les entreprises, dans les réseaux sociaux. Maintenant, on a même des entreprises qui sont montées, ou bien des activités économiques qui sont montées dans les réseaux sociaux. On parle du big data, notamment, qui a été introduite comme étant une technologie, avec tout le débat qui s'est arrivé avec, est-ce que c'est une réalité ou mythe, est-ce que, etc. L'open data, en fait, comme on a dit, c'est un concept qui permet de profiter des big data et de l'avancement de l'intelligence artificielle et ses algorithmes afin de permettre une innovation, ou bien permettre d'avancer l'innovation des entreprises, d'avancer l'aspect économique, tout en assurant une transparence des actions, une transparence de la décision elle-même et une transparence du suivi de l'évolution économique. Donc, on parle maintenant de l'open data, on parle de l'intelligence artificielle, on parle des réseaux sociaux, on parle de profiter des services publics
ou bien on profite de l'open data afin de promouvoir, afin d'améliorer les services publics qui existent. Maintenant, même si en Algérie ça commence peu à peu, mais ailleurs, ils profitent de tout ce qui est open data afin de promouvoir plus et plus le service public. On a parlé ce matin sur la présentation de tout ce qui est les éleveurs et les vaches, etc. et l'entreprise qui ont présenté. Donc, on a parlé de ça, on parle maintenant des données de cette entreprise. Est-ce qu'ils sont partagés avec d'autres entreprises? Est-ce qu'ils sont échangés ou non? Et quel est le profit derrière ça? Néanmoins, l'open data présente aussi ou bien son côté sombre, pardon. Donc, son dark side de l'open data. Dans un rapport de McKinsey publié récemment, il parle ou bien prédit que l'open data ont aidé à débloquer 3 à 5 trillions de dollars pour l'économie américaine seulement. Je pense d'ici 2030, si je me souviens bien du rapport. Ce rapport, en fait, il investit aussi certaines problématiques de l'open data, notamment, comme on a dit, la qualité de données qui existent. Est-ce que ce sont des vraies données? Est-ce que c'est des données décidées, générées par des algorithmes d'intelligence artificielle à un certain moment? Il parle aussi du concept du vie privée, ou bien des données à caractère personnel, ou bien de tout ce que la technologie a permis à l'être humain, mais plutôt de tout ce que la technologie contrôle dans la vie de l'être humain. Il parle aussi du concept de qui est détenteur de données, à qui de droit d'avoir ces données, de lire ces données, d'analyser ces données. D'accord? Donc, et à la fin, ils ont sorti par la décision pourquoi on parle d'une digital security au lieu de cyber security. Donc, dans un autre rapport par l'OCDE qui définit la sécurité digitale autant qu'un autre concept différent de la cybersécurité, mais plutôt un concept qui est lié aussi à la cybersécurité, qui parle que la sécurité digitale, en fait, c'est l'aspect économique, c'est l'aspect de la protection de la data au lieu de la protection de la technologie. Sécuriser la donnée plutôt, et sécuriser les services aussi, plutôt que sécuriser la technologie qui héberge. Maintenant, lorsqu'on parle de la sécurité des serveurs, pare-feu, détecteurs d'intrusion, ça, c'est devenu un concept beaucoup plus lié aux entreprises responsables à héberger des services. Mais les entreprises qui offrent le service ont beaucoup plus responsables sur tout ce qui est digital security, ou bien la sécurité digitale. Donc il est évident de faire la différence entre sécurité digitale et cybersécurité, et aussi il est évident de mettre les points communs entre ces deux domaines. Donc, dans le même rapport, il mentionne que l'intersection, ou bien tout ce qui est point commun entre digital security et cyber security, c'est tout simplement que la sécurité digitale, c'est l'ensemble des mesures qui prévenir les cyberattaques visant le service et visant l'utilisateur du service lui-même. Alors que la cybersécurité prend les mesures qui vont aider à protéger les données stockées au niveau de l'hébergeur, c'est-à-dire sécuriser la technologie elle-même. L'OCDE a procédé à définir un cadre général, un framework sur le concept de digital security, en différence avec la cybersécurité, mais il est basé sur la cybersécurité, comme on remarque ici. Alors, voilà, très bien. Donc, il commence par un niveau 0, un niveau de fondation, d'accord, un niveau de sous-sol, qui est basé sur le développement des différentes politiques locales des entreprises en matière de cybersécurité. Chaque entreprise, ils ont leur périmètre, leur champ d'intervention en matière de cybersécurité. Ces stratégies locales, ces politiques locales, ces directives générales locales
de chaque entreprise, de chaque institution permettent de développer la stratégie nationale de la sécurité digitale en matière de quelles sont les bonnes pratiques dans le pays, quels sont les algorithmes, je dirais, autorisés. C'est le cas de l'Union européenne actuellement avec la loi d'intelligence artificielle qui instaure un comité d'experts qui décide chaque année quels sont les algorithmes d'intelligence artificielle autorisés à être utilisés dans le cadre économique et institutionnel gouvernemental ou non, et pourquoi. Et sur un troisième niveau, après la définition de la stratégie nationale de sécurité de l'information, ou bien la sécurité digitale, on parlait de le market level, c'est le niveau pratique, le niveau d'implémentation, le niveau plutôt des sécurisation des activités critiques, des produits critiques, sécurisation des données, est-ce que centralisées, décentralisées, réglementation en matière de sécurisation, en matière de référentiel national, en matière d'exigences de sécurité minimum. Et à la fin, c'est l'encouragement des bonnes pratiques. C'est tout ce qui est lié à la formation, à la gestion de vulnérabilité, au partage de vulnérabilité entre les différentes entreprises. C'est le cas maintenant actuellement dans certains pays qu'il offre des services qui permettent de partage des rapports journaliers, des rapports quotidiens sur les vulnérabilités, ce qui permet à des entreprises qui ont déjà les vulnérabilités, qui ne connaissent pas, qui ont déjà ce genre de vulnérabilité, de se sécuriser avant d'être attaqués. Très bien, donc l'OCDE, en fait, ils ont procédé même à définir quelles sont les recommandations générales sur certains ensembles de documents, comme le digital. Vous trouvez les documents gratuits sur leur site web. Donc, il y a l'ensemble des recommandations liées au risque management ou la gestion du risque dans la sécurité digitale et les stratégies nationales, tout ce qui est documentation. Il ne reste que la cryptographie et l'authentification qui sont normalement prévues d'ici la fin de cette année, Inch'Allah. Maintenant, on a parlé en fait de l'open data, on a parlé un peu sur le digital security, sa place et sa différence par rapport à la cybersécurité, c'est ils sont les deux peut-être exposés aux mêmes challenges, aux mêmes défis, mais plutôt maintenant à l'ère du digital security, on concentre beaucoup plus sur certains défis qui sont beaucoup plus importants. Qui ont beaucoup plus de place, qui ont beaucoup plus d'ampleur, qui ont beaucoup plus d'impact. La protection des données à caractère personnel avec l'émergence des réseaux sociaux, l'émergence des services numériques, le croisement, l'interopérabilité entre les systèmes qui permettent l'échange d'informations, de tout type d'informations, qui a exposé aussi le problème de protection de vie privée. Edward Toft, un journaliste qui a dit un mot, en fait, c'est attirant, c'est qu'il n'y a que deux industries dans le monde qui appellent leurs clients des utilisateurs. C'est les services numériques et la drogue. Sur certains, on parle pas trop de, il y a plein d'exemples, plein de sujets à discuter dans ce sens-là, sur le côté réglementation, sur le côté utilisation, mais le problème du domaine de la protection de la vie privée, c'est un domaine qui est centré sur l'utilisateur lui-même. Tout autre domaine de cybersécurité peut avoir à un certain moment un certain degré de technicité plus élevé par rapport aux données, ou bien protection des données à caractère personnel, ou bien protection de la vie privée, qui devenait beaucoup plus un domaine de bonnes pratiques, un domaine beaucoup plus de sensibilisation. On peut exiger à une entreprise à ne pas partager les données, mais qui peut prévenir un utilisateur à ne pas partager ses propres données dans un site qui ne sait pas qu'est-ce qu'il contient, ou bien qu'il fait confiance parce qu'il y a un certain niveau de marketing ou bien de publicité élevé. Dans un documentaire publié récemment,
en fait, il y a 2 ans, je pense, ou 3 ans de maintenant, qui s'appelle le dilemme social, le social dilemma. Il traite justement l'influence et l'importance de la vie privée, pas comme un domaine de protection, de confidentialité des données, mais plutôt la vie privée en matière d'influence. Être influencé et influencer les autres. Donc, il traite un sujet un peu plus important, ça c'est la fiche publicitaire. Donc, il utilise déjà un terme que le dilemme social, c'est la technologie qui nous connecte, elle nous contrôle. Donc, il traite le sujet des influenceurs et leurs influences. Il traite le sujet des fake news, l'émergence des réseaux sociaux, etc. Il y a plein de sujets. Dans un autre aussi documentaire, il parle de la fameuse affaire de Cambridge Analytica et les élections américaines, avec tout ce qui arrive avec, et l'utilisation et la place de l'intelligence artificielle, pas comme algorithme attaqué en lui-même, mais utilisé pour attaquer. Et c'est ça ce qui met de l'intelligence artificielle peut-être le défi majeur. Notre ami Shafai a parlé ce matin sur quelles sont les attaques qui peuvent être, ou bien qui peuvent toucher les algorithmes d'intelligence artificielle. De mon côté, je vais parler comment utiliser l'intelligence artificielle pour attaquer. C'est le cas maintenant. Donc, oui, l'intelligence artificielle nous a permis de profiter beaucoup plus dans certains avantages, d'avancer l'économie de certains pays, d'avancer la place de certaines entreprises dans les marchés, etc. Mais elle a aussi permis aux attaquants de développer des attaques beaucoup plus sophistiquées qu'avant. Je citerai un petit exemple aussi. Il a déjà parlé de certains exemples, pas ce matin sur sa présentation, sur certains exemples d'attaques contre les algorithmes d'intelligence artificielle. Mais l'une des premières attaques les plus célèbres, c'était en 2016. C'est lorsque Microsoft a développé un chatbot sur Twitter qui permet d'automatiser un peu plus les publications, les tweets de Microsoft, les réponses de Microsoft. Ils veulent ne plus se confier ce travail à des chargés, des êtres humains, de rester derrière l'écran juste pour répondre et pour tweeter. Donc, dès qu'ils ont terminé la phase d'apprentissage et ils ont lancé leur chatbot, 16 minutes après, ce chatbot il a commencé à tweeter des tweets racistes contre les négros et les musulmans. Et après, ils ont arrêté en fait le chatbot. Après une analyse, ils ont publié un rapport pour d'ailleurs demander des excuses, et ils ont parlé de la vulnérabilité qui existe dans l'algorithme d'apprentissage, et ils ont parlé du groupe allemand, je pense, qui ont injecté des données à permettre à l'algorithme. Ils n'ont pas joué sur l'algorithme, mais sur la donnée, comme on a dit ce matin. Donc, à jouer sur l'algorithme, à lui apprendre que tout ce qui est noir, c'est un animal, et tout ce qui est musulman, c'est un terroriste. Tout simplement. Deepfake, un autre domaine qui a aussi occupé sa place dans la communauté des réseaux sociaux, les algorithmes. Maintenant, ça existe même des applications Android gratuites qui permettent d'injecter des visages dans des scènes de vidéos. Il y a certaines applications dont il contient des vulnérabilités plus ou moins techniques qui ont permis aux attaquants d'injecter leurs propres vidéos afin de jouer au lieu de rester sur les vidéos de scène qui existent dans l'application elle-même. L'émergence des outils d'intelligence artificielle dernièrement, ChatGPT, etc., comme tous les experts disent que c'est vrai, on le voit comme concept nouveau, mais c'est un concept ancien. En fait, on revient aux réseaux sociaux à chaque fois parce que presque il occupe la vie du monde. Dans les réseaux sociaux, dans les débuts des réseaux sociaux, Facebook et les autres, lorsqu'un attaquant voulait lancer une attaque, phishing, ou d'un lien piégé, il doit choisir ses victimes lui-même, il doit choisir les groupes où il doit la partager. Actuellement, avec l'intelligence artificielle et le web profiling, il suffit de créer une attaque sponsorisée, une attaque sous forme d'une publication sponsorisée, et c'est l'algorithme d'intelligence artificielle de Facebook qui va décider qui est
plus probable d'être une victime. Il va l'afficher à lui. Donc, ce qui va permettre l'émergence vraiment des attaques. Ça part de l'article lui-même sur l'algorithme utilisé dans le deepfake. Le premier algorithme utilisé dans le deepfake. Ce qui a permis donc d'évoluer, comme on a dit avant, les attaques par SQL injection. Les attaques SQL injection classiques, c'était des attaques d'injecter des requêtes SQL pour récupérer des données. Maintenant, on n'est plus à ça, on est à injecter une requête qui permet d'injecter des fausses données, qui permettent d'entraîner l'algorithme d'intelligence artificielle à d'autres choses. Ce matin, dans une présentation, ils ont parlé sur l'impact lui-même, peut-être sur une échelle plus ou moins limitée. Moi, je vais partir un peu plus loin. Je vais vous dire quelque chose. On parle de l'open data. Si on injecte de fausses données pour un algorithme qui va prendre, injecter des fausses données dans des bases de données ouvertes, dans des bases de données d'État peut-être, des bases de données d'entreprise open data, et cet algorithme va prendre cette mauvaise décision, qui va afficher un certain résultat dans un dashboard pour les décideurs, qui vont prendre ce résultat-là pour prendre des décisions plus ou moins stratégiques pour le développement, que ce soit de l'entreprise ou bien du gouvernement. Donc, grâce à cette injection, grâce à ces données, grâce à l'intelligence artificielle, on peut développer l'économie et on peut détruire des pays beaucoup plus facilement. Les ransomware, un autre sujet qui a pris aussi sa partie. Les ransomware, c'est des malwares, comme tout malware, mais juste l'impact du ransomware qui a donné cette ampleur, qui a occupé cette attention des gens. Donc, sur certaines statistiques, sur un rapport qui a été publié en 2021 par Forbes, qui a fait des prédictions sur le développement des ransomware. On a parlé juste avant sur le développement entre 2019 et 2020, 300% d'évolution de ransomware. Le même rapport prédit que d'ici 2031, 265 milliards de dollars seront payés comme rançon pour les ransomware. Un autre exemple que je viens de souvenir, c'est en 2021, en Allemagne, il y avait un ransomware, une attaque de ransomware qui a été lancée par erreur contre un hôpital. Cette attaque, ce ransomware, a permis de chiffrer tout ce qui est donné dans les ordinateurs, tout ce qui est donné dans les serveurs, et même tout ce qui est procédure embarquée dans les machines, y compris une machine, le DAE, qui est utilisé dans les cas des crises cardiaques. Donc, déjà, cette procédure, ou bien son code embarqué qui a été chiffré, juste au moment où une malade a été ramenée à cause d'une crise cardiaque. C'est le dernier slide. Donc, à cause d'une crise cardiaque. Donc, dans le rapport officiel, ils ont déclaré officiellement qu'une malade a été tuée, un être humain a été tué par un ransomware lancé par des cyberattaques. Néanmoins, maintenant, c'est-à-dire, ce que je voulais dire à la fin, c'est qu'il est bien de différencier entre cybersécurité et sécurité digitale. Il est bien de mettre aussi la relation entre cybersécurité et sécurité digitale afin de définir les responsabilités de chacun, qui est responsable à sécuriser la technologie, qui est responsable à sécuriser la donnée et qui est responsable à sécuriser plus ou moins le service. Sans faire tarder, je pense que le temps s'est passé aussi vite, donc je vous remercie pour votre attention.